Bonjour à tous, je suis le docteur Mathieu, je suis radiologue au CHU de Grenoble et je vais vous parler aujourd'hui du traitement des hémorroïdes par embolisation selon la technique qu'on dit emboroïde dans le cadre donc de cette EPU de radiologie interventionnelle. Je remercie mes partenaires, le laboratoire Terumo et le groupe Mérédith Santé pour l'organisation de cet événement. D'abord, quelques notions d'introduction. Donc, on sait que 30% de la population souffre de crise hémorroïdaire et le symptôme principal de ces crises, c'est le saignement chronique. Ces hémorroïdes, elles sont en rapport avec, on va le voir, une hypertrophie des plexus hémorroïdaires internes. Et donc, devant tout ça, on a développé une technique qui s'appelle la technique emboroïde, qui consiste à obturer les branches terminales de l'artère rectale supérieure dans le but de diminuer l'afflux sanguin qui alimente ces hémorroïdes. On va voir comment fonctionne cette technique, à qui s'adresse-t-elle, et on va voir que c'est important de bien sélectionner les patients, comment elle se déroule et quels sont ses résultats. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hémorroïde? On sait que donc, tout le monde a des hémorroïdes, il s'agit d'une structure anatomique normale qui constitue donc le canal anal et qui est responsable d'une partie de la continence anale, donc en formant un coussinet au niveau de la jonction anorectale. Et elle est responsable d'environ 20% du tonus de base du canal anal. Donc c'est une structure physiologique et importante. Voilà son anatomie. Donc elle est composée d'artérioles, on les voit ici sur la première image, qui viennent donc se jeter dans des lacs veineux qui constituent les plexus hémorroïdaires via un important réseau anastomotique. Donc les hémorroïdes, elles ne sont pas des varices veineuses, mais plutôt des fistules artério-veineuses, donc des communications entre artères et veines, et on peut le comparer au corps caverneux dans le pénis, mais ici dans le rectum. Il faut bien différencier les hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes qui n'ont pas le même traitement. Elles sont délimitées par la ligne pectinée au niveau de la jonction anorectale. Au-dessus constituent les plexus hémorroïdaires internes et en dessous, au niveau de la marge anale, les plexus hémorroïdaires externes. Les hémorroïdes internes, donc constituées par le plexus hémorroïdaire interne, qui représente le plus important plexus, elles sont situées au-dessus de la ligne pectinée, au-dessus de la jonction anorectale et constituées par 3 paquets vasculaires. Ces paquets vasculaires sont ancrés au mur rectal par un tissu de soutien musculo-ligamentaire, comme on peut le voir ici sur cette coupe axiale du canal anal, qui montre donc les 3 paquets hémorroïdaires avec les 3 branches afférentes terminales de l'artère rectale supérieure. Ici, une diapositive pour détailler un petit peu l'anatomie normale des hémorroïdes internes et de leur vascularisation. Donc, on a l'artère mésentérique inférieure qui est issue de la portion terminale de l'aorte qui va donner naissance aux artères rectales supérieures qui vont alimenter donc les hémorroïdes internes. Les hémorroïdes sont également vascularisées par des branches annexes plus petites issues de l'artère iliaque interne, puis des branches pudendales constituant ensuite l'artère rectale moyenne et l'artère rectale inférieure. Donc tout le monde n'a pas de pathologie hémorroïdaire, mais tout le monde a des hémorroïdes, mais cette pathologie hémorroïdaire survient quand il y a un développement excessif des plexus vasculaires hémorroïdaires. Et donc, à ce moment-là, apparaissent des symptômes. Comme on l'a dit, le symptôme principal est le saignement chronique, qui se manifeste classiquement par une émission de sang en fin de selle, mais il peut y avoir des saignements constants qui peuvent donc impacter énormément la qualité de vie et plus rarement peuvent causer des anémies. Les hémorroïdes constituent environ 5% des anémies d'origine digestive. Il y a des scores qu'on utilise pour coter un petit peu et évaluer la gravité de ces saignements. Les saignements peuvent être associés ou non
à un prolapsus hémorroïdaire qui va être coté en fonction de la classification de Golliger en 4 stades. Le stade 1 correspond à une hémorroïde non procidente. Le stade 2 correspond à une hémorroïde procidente en poussée et spontanément réductible. Le stade 3, une hémorroïde procidente en poussée avec réintégration manuelle. Et enfin, le stade 4 correspond à une hémorroïde procidente en permanence. Et on va le voir que ce stade n'est est plus, va donner plutôt une indication chirurgicale et on ne va pas traiter ces traitements, ces hémorroïdes par embolisation. Donc enfin, on distingue les hémorroïdes internes des hémorroïdes externes qui, elles, correspondent plutôt à des manifestations douloureuses par crise fluxionnaire en rapport avec les thromboses de ces paquets hémorroïdaires, mais il n'y a pas de manifestation hémorragique de ces hémorroïdes et donc on va pas les traiter par embolisation. Concernant la physiopathologie de cette pathologie hémorroïdaire, il y a plusieurs théories. Tout d'abord la théorie mécanique par laquelle ces hémorroïdes apparaissent via une dégénérescence du tissu de soutien musculaire. Et enfin les théories vasculaires, tout d'abord veineuses par augmentation de la pression intra-abdominale, notamment par des facteurs de constipation, et aussi, mais surtout, des facteurs artériels par développement excessif du réseau artériel, ouverture de shunt artério-veineux comme on l'a vu, qui entraîne donc une dilatation des plexus veno-hémorroïdaires. Et selon cette théorie physiopathologique, il y a plusieurs techniques chirurgicales qui ont été développées et bien étudiées, dont la ligature des artères hémorroïdaires guidée par Doppler ou la technique HAL. Je vous illustre ici, donc ça, ce sont des images d'artériographie où avec un petit cathéter, là, un micro-cathéter, on est au niveau de la bifurcation des artères rectales supérieures, on injecte du produit de contraste et pour vous illustrer ce concept d'une origine artérielle, ici à gauche, on a une artériographie plutôt normale des artères rectales supérieures et à droite, de volumineuses hémorroïdes, donc qui sont alimentées par un développement excessif de ces artères hémorroïdaires qui se drainent directement dans les veines hémorroïdaires via des shunts artério-veineux. Par ces images, on comprend bien que cette origine artérielle est la principale via ces shunts artério-veineux. Toujours pour vous illustrer l'origine artérielle de ces hémorroïdes. Ici, un patient de 79 ans qui présente des hémorroïdes invalidantes, qui saignent au moindre contact et responsable d'une anémie. L'artériographie montre une ectasie et une irrégularité des branches terminales de l'artère rectale supérieure, témoignant donc d'une pathologie artérielle de ces hémorroïdes. Ici encore un patient de 53 ans qui présente une récidive de la maladie hémorroïdaire et avec un antécédent d'hémorroïdectomie chirurgicale. Ici notre microcathéter au sein de l'artère rectale, on injecte du produit de contraste et donc on voit un retour veineux rectal avec de volumineux paquets hémorroïdaires et donc témoignant d'un retour veineux précoce via un shunt artério-veineux et donc communication directe entre artère et veine. Par cela, on peut penser que traiter les artères des hémorroïdes peut donc améliorer la symptomatologie. Voilà une diapositive pour vous illustrer un petit peu le parallèle entre le traitement chirurgical et l'embolisation. Ici, il s'agit d'un traitement par ligature chirurgicale des artères hémorroïdaires selon la technique HAL. Le chirurgien, du coup, intègre un proctoscope au sein du rectum et il va aller ligaturer l'artère et son hémorroïde directement sous guidage Doppler. Et donc en fait, la technique par embolisation, c'est un petit peu le même concept. On va aller boucher l'artère via ici du matériel d'embolisation qui constitue en fait un coil, une petite bobine métallique qui va aller boucher l'artère et donc empêcher l'apport artériel de l'hémorroïde.
Quels sont les avantages d'une technique par rapport à l'autre? L'hemorroïde, donc l'embolisation d'hémorroïdes, ne va pas générer de plaie rectale et donc il n'y va pas y avoir de douleur ni de processus de cicatrisation. Cette technique, elle est réalisée sous anesthésie générale, donc sans anesthésie générale, sous anesthésie locale simple. Les avantages du Doppler par rapport à l'hemorroïde, c'est qu'il permet de faire une mucopexie supplémentaire, c'est-à-dire d'aller fixer l'hémorroïde et donc réduire le prolapsus par cela. Les indications de cette embolisation des hémorroïdes, c'est tout patient porteur d'une hémorroïde interne hémorragique en échec de traitement médical. L'indication, bien évidemment, elle doit être posée de manière conjointe et pluridisciplinaire avec le proctologue qui devra réaliser l'anuscopie et afin de ne pas passer à côté d'une autre cause de saignement ou de douleur. En particulier une cause notamment oncologique et qui, on sait, les cancers rectaux peuvent être pourvoyeurs de saignements digestifs. Le profil classique des patients, ce sont des patients pour lesquels il existe une récidive après chirurgie ou une contre-indication chirurgicale, et en particulier quand il existe un traitement fluidifiant en eau courte que l'on ne peut pas trop arrêter. Il peut s'agir aussi de patients de novo qui ne souhaitent pas de traitement chirurgical. Et enfin, il faut que ce soit des hémorroïdes de stade 1, 2 ou 3. Et les hémorroïdes de stade 4 sont plutôt réservés, on réserve plutôt des traitements chirurgicaux. Comment se déroule cette intervention? Elle se déroule dans le cadre d'une hospitalisation à la journée en unité chirurgie ambulatoire. Le patient va rentrer le matin et sortir le soir ou dans l'après-midi dans un bloc opératoire de radiologie interventionnelle, comme illustré ici à droite, sous anesthésie locale. La durée du geste, quand tout se passe bien, est d'environ 1 heure. On ponctionne l'artère fémorale droite, donc au niveau du pli inguinal. Le patient est installé en décubitus dorsal ici sur la table d'examen. Et après le geste, il est nécessaire d'observer une surveillance pendant minimum 4 heures avec un décubitus dorsal strict, sans bouger la jambe pendant 4 heures. Ceci pour éviter les complications hémorragiques au niveau du point de ponction et permettre la cicatrisation de l'artère fémorale. Donc le principe du traitement, on va le détailler un petit peu. Je vous remets ici l'anatomie des artères rectales supérieures issues de l'artère mésentérique inférieure. Le principe du traitement, donc, c'est d'aller boucher ces artères rectales supérieures à l'aide de coils, de petites bobines de métal ici, de manière à réduire l'apport artériel des hémorroïdes et donc avoir par cela un effet décongestionnant des hémorroïdes. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un abord fémoral commun droit 4F. On cathétérise l'artère mésentérique inférieure ici, et puis on micro-cathétérise ensuite les différentes branches de l'artère rectale supérieure, et on va emboliser, donc boucher ces artères par des micro-coils, comme illustré ici, qui peuvent parfois être fibrés ou avoir du gel pour permettre donc une thrombose complète de l'artère. Encore ici des illustrations, l'artère rectale supérieure, les artères rectales supérieures qui alimentent du coup les artères hémorroïdaires que l'on va boucher. Il faut faire attention aux anastomoses, en particulier par l'artère rectale moyenne qui est issue de l'artère iliaque interne et qui peut donc revasculariser en dessous les hémorroïdes et donc être à l'origine d'une inefficacité ou de récidive. Ici encore, j'ai une illustration de l'artère rectale moyenne qui est visible ici quand on injecte dans les artères rectales supérieures avec un reflux dans l'artère rectale moyenne droite. Et donc ici, on a réussi à cathétériser cette artère rectale moyenne par le même trajet, par les artères rectales supérieures et d'aller les boucher afin d'éviter un risque de récidive ou d'inefficacité. Encore un cas clinique, une patiente de 86 ans qui présente des rectorragies invalidantes avec des hémorroïdes congestives de grade 2 et un traitement anti-agrégant qui ne peut pas être arrêté pour une cause cardiaque. Donc c'est un bon candidat à l'embolisation. On fait la série dans l'artère rectale supérieure. On voit qu'il y a un retour, une franche anastomose avec l'artère rectale moyenne gauche qui nécessitera encore une fois d'être traitée.
Le bilan préopératoire, on peut réaliser un angioscanner, mais ce n'est pas obligatoire. Cet angioscanner, on le fait avec des vasodilatateurs par 2 bouffées de trinitrine afin de dilater les vaisseaux de petit calibre. Ici, avec le cercle jaune, on a les artères rectales supérieures. Et là, le scanner, il nous permet de déceler, de démasquer une artère rectale moyenne qui alimente l'hémorroïde, ici au niveau de la flèche rouge. Quelles sont les suites de l'embolisation? Les patients ne présentent pas ou très peu de douleurs pér ou post-opératoire. Ceci parce on réalise une embolisation assez proximale et donc il n'y a pas de souffrance de la paroi du rectum. Il n'y a pas ou peu d'arrêt ou un arrêt de travail de courte durée, principalement pour éviter les risques de complications hémorragiques au niveau du point de ponction chez les patients qui présentent un travail physique. Les hémorragies hémorroïdaires sont résolutives en général en quelques jours avec des résultats définitifs à 3 mois. Les complications sont rares et mineures, uniquement en rapport avec l'abord vasculaire, donc des petits hématomes. Il n'y a pas de complications ischémiques décrites sur la paroi du rectum avec les coils. Les résultats, donc le succès clinique principalement sur les saignements sont très bons, de l'ordre d'environ 80% sur la résolution des saignements. On contrôle environ 70% des symptômes. Il y a un effet sur le prolapsus par effet décongestionnant de l'hémorroïde, donc on a moins de prolapsus avec cette technique aussi, même si on ne va pas réaliser de mucopexie. Et il y a une réduction de la douleur qui est plus variable quand les patients associent la douleur à la gêne et au prolapsus. Donc il y a plusieurs papiers sur l'embolisation maintenant de ces artères rectales supérieures pour le traitement des hémorroïdes et notamment une étude prospective ici qui a été faite par le professeur Vincent Vidal qui a beaucoup étudié cette technique, qui rapporte donc un taux de succès clinique entre 80 et 90%, notamment sur le résultat le plus significatif est sur les saignements, mais on a aussi de manière significative une réduction des douleurs et une amélioration significative de la qualité de vie. L'effet sur le prolapsus est moins significatif, mais il existe quand même. Les taux de récidive à 1 an sont de l'ordre de 5 à 14% versus 30% pour la technique HL Doppler et 50% pour les ligatures chirurgicales. Encore une diapositive pour illustrer ces résultats qui nous montre donc un taux de succès clinique de 82% qui est à peu près similaire, voire meilleur que certaines techniques endoscopiques ou chirurgicales avec un faible taux de récidive et de réintervention. En cas d'échec ou de récidive, une nouvelle embolisation peut être proposée et en particulier pour aller étudier ces artères rectales moyennes, qui peuvent être présentes ou s'être développées suite à la première embolisation et donc réalimenter les hémorroïdes par ce biais. Les perspectives sont d'étudier une embolisation plus sélective, notamment en associant au coil des agents d'embolisation particulières, des microparticules, qui vont réaliser une embolisation plus distale, mais également plus à risque d'ischémie. Donc tout ça est à étudier de manière un peu plus poussée. Un dernier cas clinique, ici une dame qui est sous antiagrégants, qui présente des saignements pluriquotidiens à l'origine d'une anémie. On va réaliser chez elle une embolisation des artères rectales supérieures ici qui alimente des plexus hémorroïdaires surdéveloppés, embolisation par coil de ces artères rectales supérieures. Malheureusement, l'efficacité à 1 mois n'est pas suffisante avec une diminution d'environ 30% des saignements, une patiente qui est insatisfaite et donc on décide de reprendre et de faire une nouvelle embolisation avec une exploration des branches de l'artère iliaque interne. Cette exploration nous montre que il existe une volumineuse artère rectale moyenne qui va donner plein de petites branches qui vont réalimenter c'est l'artère pudendale là qui va donner plusieurs branches rectales moyennes et rectales inférieures qui vont réalimenter les hémorroïdes et donc on est allé traiter ces branches là par injection de particules 500 microns et de coils complémentaires. Du côté gauche ici, mais les mêmes constatations étaient dévoilées du côté droit également.
En conclusion, c'est une technique qui mérite vraiment d'être diffusée puisqu'elle est efficace, à faible taux de complications. On réalise une anesthésie locale et il n'y a pas de douleur per ou post-opératoire ou de très faible douleur. Euh, Aucune complication majeure n'est rapportée, en particulier ischémique ou de continence. Cette technique a l'avantage d'être utilisée en ambulatoire avec un temps d'intervention court d'environ 1 heure et une reprise précoce de l'activité. Il est important de souligner que cette technique ne ferme pas la porte à d'autres traitements si nécessaire ultérieurement. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ici, je vous mets une petite fiche qui résume un petit peu tout ce que le service de radiologie interventionnelle du CHU de Grenoble réalise, avec des embolisations diverses et variées, mais aussi donc en particulier des hémorroïdes, des artères prostatiques, des pathologies osteoarticulaires, également les pathologies pelviennes de la femme comme les fibromes utérins, les varices pelviennes, l'embolisation de varicocèle testiculaire aussi chez les hommes, traitement de pathologies athérogroumateuses diverses et variées des artères digestives, en particulier des artères rénales ou de l'artère mésentérique supérieure, mais également des actes de radiologie oncologique tels que des chimio-embolisations, drainage et ablations diverses. Ici, si vous avez toute question ou une demande concernant un acte de radiologie interventionnelle, vous pouvez la formuler au secrétariat de radiologie interventionnelle avec le mail qui est mentionné ici et le téléphone. Et j'en profite une dernière fois pour remercier Meredith Santé et Terumo qui nous ont permis d'organiser cet enseignement post-universitaire. Et n'hésitez pas, si vous avez quelconque question, vous pouvez nous les formuler par mail et notre secrétariat nous transmettra aux médecins concernés. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous, merci de visionner ce topo donc, qui va porter sur l'embolisation osteoarticulaire et plus particulièrement sur l'embolisation de l'arthrose du genou, une technique qui est plutôt prometteuse. Donc, je suis le docteur Aymeric Grémin, je suis radiologue au CHU de Grenoble et je vais vous parler de ce sujet. J'aimerais remercier Terumo et Meredith Santé pour l'organisation de cette intervention. Tout d'abord, on va parler de l'embolisation. L'embolisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'injecter du matériel qui soit naturel ou synthétique dans un vaisseau sanguin et le but, ça va être de l'occlure. On sert de cette technique en routine chez nous, donc à but hémostatique, arrêter un saignement actif dans l'urgence par exemple, ou à visée oncostatique dans le traitement des cancers, par exemple le carcinome hépatocellulaire au niveau du foie. C'est un traitement qu'on peut également utiliser à visée antalgique et c'est ce que l'on va voir par la suite. Ici à gauche, vous pouvez voir la salle d'angiographie en radiologie interventionnelle au CHU de Grenoble et c'est dans cette salle que vont être réalisés les gestes d'embolisation. Donc les douleurs chroniques osteoarticulaires, comment ça marche? Un petit peu de physiopathologie pour commencer. La gonarthrose, eh bien, on a toujours dit que c'était une dégradation progressive du cartilage liée à l'usure continue et aggravée par des blessures. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quand même des mécanismes inflammatoires qui sont responsables du développement de douleurs. Et dans ces mécanismes inflammatoires, l'angiogénèse, la néoangiogénèse joue un rôle qui est plutôt important. Donc cette néoangiogénèse, on va avoir des chondrocytes qui vont, donc les cellules qui sont dans le cartilage, qui vont donner des signaux pro-inflammatoires, qui va générer une invasion de néovaisseaux au sein du cartilage et de la synoviale avec des articulations qui sont arthrosiques. La néoangiogénèse, elle va favoriser la croissance neuronale des néonaires qui vont former de nouvelles voies de signalisation cellulaire et ces néonaires, ils vont être à l'origine de signaux nociceptifs, donc des douleurs et qui vont générer les symptômes douloureux de la gonagie. Tout ça nous donne la théorie de l'invasion vasculaire et neuronale et ça va être la base scientifique de l'embolisation des artères géniculées. On a montré dans plusieurs modèles animaux, que le degré d'invasion vasculaire était positivement corrélé au score de douleur. Et par exemple, dans la gonarthrose précoce du chien, on voit que l'inflammation synoviale va être associée à une hypervascularisation, et ça, on a pu le voir en imagerie et en histologie. Donc, des patients qui vont avoir des douleurs chroniques osteoarticulaires dans le genou, par exemple, qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces patients qui sont en impasse thérapeutique? Et on va pouvoir leur parler de l'embolisation osteoarticulaire et leur proposer cette thérapeutique.
C'est un sujet qui a été développé premièrement par le docteur Yuji Okuno au Japon. Il a fait un papier en 2013 sur l'embolisation de plusieurs articulations, puis on s'est rendu compte que ça marchait plutôt pas mal. Alors on peut se dire c'est un cas isolé, mais si on se rend compte dans la littérature aujourd'hui, depuis 2013, quand on tape genicular arterial embolisation, donc juste sur le genou, on a 115 résultats, et donc on voit qu'il y a un véritable engouement pour la technique aujourd'hui. Donc comment ça marche l'embolisation osteoarticulaire? Le but, donc, c'est de détruire les cercles vicieux de la pathologie inflammatoire chronique. Donc, on l'a vu un petit peu au début dans la physiopathe, il y a une inflammation. Cette inflammation va générer des néovaisseaux et ces néovaisseaux vont être à l'origine d'une croissance de nerfs périvasculaires et donc donner des douleurs chroniques invalidantes. Tout ceci va s'auto-entretenir et le but du geste de l'embolisation, donc ça va être la destruction des néovaisseaux par l'occlusion vasculaire sélective. Donc on va aller vraiment euh, au niveau des néovaisseaux, très proche des néovaisseaux, et on va aller détruire ces petits vaisseaux pathologiques. Vous voyez sur le schéma, donc quand on embolise, on a des billes qui vont aller très en distalité, et ces billes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand on va faire le geste, eh ben, on va détruire les néovaisseaux, ça va entraîner une régression de ces néovaisseaux, et puis à terme, une régression de l'inflammation quand on aura bouché le réseau vasculaire très en distalité. Donc on a une diminution in fine des douleurs et c'est le but du traitement. Pourquoi très en distalité? Si on fait une analogie par rapport à un arbre, vous voyez l'inflammation, ça représente un petit peu les feuilles avec les néovaisseaux et le but de l'embolisation, ça va être de couper les feuilles sans couper les branches de l'arbre. Le but, c'est un traitement qui est fonctionnel, on ne va pas léser la vascularisation, on va vraiment traiter ce qui est pathologique et on a vraiment le but d'une préservation artérielle. Il faut cibler les néovaisseaux qui sont pathologiques dans ces cas-là. La technique maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les patients en consultation avant l'embolisation. On les revoit ensuite en suivi à 1 mois, à 3 mois et à 1 an de l'intervention pour faire le point et puis au besoin reproposer une nouvelle intervention si nécessaire, suivre les complications, etc. Avant l'intervention, donc on préconise une imagerie de moins de 3 mois, puis lors de la consultation à 3 mois, on revoit les patients avec une nouvelle imagerie. C'est un traitement qui se fait en ambulatoire, donc on rentre le matin, puis on ressort le soir, c'est sur une journée, il n'y a pas d'hospitalisation. C'est sous anesthésie locale, donc on fait une petite piqûre au point de ponction au niveau fémoral, juste à la peau, ça endort la peau, et puis après quand on navigue dans les artères, le patient ne sent rien. Ça se fait en salle d'angiographie, ça vous l'avez vu au début, donc c'est la salle qu'on a vue sur la toute première diapo. Et l'embolisation des artères géniculées, ça dure environ 1 à 2 heures, ça dépend un petit peu de la vascularisation et de ses variantes. Une fois qu'on a fini, on comprime le point de ponction, il faut aider l'artère à se refermer tranquillement. On fait un tout petit trou. Et pour prévenir encore plus de complications au niveau du point de ponction, on laisse le patient allongé pendant 4 à 6 heures et avec un pansement compressif qui sera enlevé le lendemain matin. Je reviens juste sur la diapositive d'avant. Donc, vous voyez ici un introducteur qui est au niveau de l'artère fémorale. En fait, c'est la porte d'entrée pour aller naviguer dans les vaisseaux. Et un cathéter ici qui est dans l'introducteur. Et à travers ce cathéter, on a un guide qui va nous permettre d'aller naviguer, les recourber au bout et d'aller naviguer dans les vaisseaux du patient. Donc on fait un abord artériel fémoral, on l'a évoqué un petit peu. Ensuite, une fois qu'on est du côté criminel, je dirais, on fait une angiographie palpitée, c'est-à-dire on fait une injection avec du produit de contraste pour comprendre ce qui se passe. On repère les artères géniculées et ensuite les néovaisseaux cibles que vous pouvez voir ici. Hein. Donc là, c'est une embolisation de néovaisseaux de l'artère géniculée descendante. Et vous voyez le avant, le après. Donc on a avant beaucoup de néovaisseaux, un peu cet aspect patchy. Et ici, vous voyez l'aspect en arbre mort typique. Donc on a bien élagué les feuilles. Par contre, on a laissé les branches de l'arbre. On ne laisse pas on ne lèse pas, pardon, la vascularisation en place. On utilise des petits microcathéters, 2,7 French, et on va aller faire une embolisation dite distale et sélective avec un succès technique de plus de 97% des cas.
Les complications maintenant, ça va aller plutôt vite parce qu'elles sont assez peu nombreuses. Voilà, le taux de complication est plutôt faible. Ce qu'on retrouve principalement, c'est un érythème cutané, donc une rougeur au niveau du genou, l'endroit où on a traité, parce qu'il y a une petite réaction. On a parfois des hématomes au point de ponction dans 10% des cas, mais ça c'est plutôt lié à l'angiographie en elle-même, pas forcément à l'embolisation des artères géniculées. Et on peut avoir des cas de paresthésie dans 1% des cas, mais là il faut bien connaître l'anatomie. Et nous, à notre connaissance, on n'en a jamais eu sur le CHU de Grenoble. On peut avoir des symptomatologies à type de fièvre. Bon, ça c'est très rare, qui s'accompagne souvent d'un syndrome post-embolisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit rebond des douleurs après l'embolisation qui est très transitoire d'une dizaine de jours et puis ensuite ça passe. On peut se poser la question des ischémies cutanées parce qu'il y a quand même une possibilité de collatéral cutané, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui vont au néo-vaisseau mais qui sont aussi vascularisés par des artères cutanées. Donc, lorsqu'on envoie le matériel pour emboliser, des agents d'embolisation peuvent éventuellement aller dans ces collatérales cutanées et créer une ischémie. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des poches de glace en prévention, ça ferme les collatérales, et puis surtout, on se met bien en aval des collatérales cutanées, on évite le reflux, donc l'embolisation non cible des agents d'embolisation au niveau de ces collatérales, et on évite ainsi les complications à type d'ischémie cutanée. On peut parfois avoir une petite décoloration cutanée transitoire, mais cela reste anecdotique. Si on parle maintenant des agents d'embolisation, donc qu'est-ce qu'on met pour emboliser les artères géniculées? Là aussi, on va aller très vite parce que ça change beaucoup. Il faut retenir qu'il y a d'un côté les agents résorbables transitoires avec le chef de file l'imipenem, ici la statine, donc c'est l'agent un petit peu historique, mais malheureusement il n'a pas la même en France puisque c'est un antibiotique. Donc les autorités de santé ne prennent pas le risque et peut-être à juste titre de ne pas donner la MM puisque ça peut entraîner des antibiorésistances si on l'utilise à large échelle. Et d'un autre côté, on a des agents non résorbables, dits permanents, avec un risque théorique d'embolisation non cible accru. Et là, c'est les microbilles, donc c'est des petites billes de plastique, si on doit vulgariser un petit peu, qui vont aller se mettre dans les vaisseaux et qui vont rester là à vie. Donc on a un risque théorique d'embolisation non cible, mais si on prend toutes les précautions que j'ai citées dans la diapositive d'avant, on n'a pas de problème. Donc là, c'est l'axe principal de recherche et de développement dans les artères géniculées. L'embolisation en général, osteoarticulaire, hein, c'est en évolution constante. Le but, c'est d'avoir des microparticules qui sont résorbables, comme ça on s'affranchit de ce risque d'embolisation non cible, ou en tout cas, s'il arrive, il est moins grave puisque les particules peuvent se résorber. Les indications maintenant. Quand est-ce qu'on fait une embolisation des artères géniculées? Eh bien, tout d'abord dans la gonarthrose. La gonarthrose, vous le savez, c'est une pathologie articulaire qui est très fréquente. Elle est liée à des douleurs et une impotence fonctionnelle accrue dans les pays occidentaux. Ça touche environ 10% des hommes et 18% des femmes de plus de 60 ans. Et elle est symptomatique dans 5 à 7% des cas. À qui on va proposer l'embolisation articulaire chez des patients qui ont de la gonarthrose? Une arthrose du genou qui va être symptomatique depuis plus de 6 mois, qui va être en échec de traitement médical bien conduit, que ce soit des antalgiques, des infiltrations, la kinésithérapie, et pour laquelle la chirurgie n'est pas souhaitée ou pas encore indiquée. C'est-à-dire que ça peut être soit un patient qui est contre-indiqué à la chirurgie, soit un patient qui est plutôt jeune et qui ne souhaite pas la chirurgie, et donc ça peut être une solution d'attente afin de retarder la prothèse de genou. Il faut bien savoir que ce n'est pas un traitement qui va fermer la porte ensuite à une prothèse de genou, et il faut bien garder en tête. Donc ça s'adresse plutôt à des gonarthroses qui sont débutantes ou modérées. Les cas les plus sévères, eh bien, l'efficacité elle est un peu plus controversée puisque dans les études, les toutes premières études qui avaient été faites, on voyait qu'il y avait des meilleurs résultats pour les gonarthroses débutantes à modérées, tandis que celles qui étaient sévères, c'était un peu plus difficile puisqu'on pense que les circuits de l'inflammation, de la néangiogénèse sont un peu plus instaurés et donc imprimés, et c'est difficile de les contrer avec l'embolisation.
Donc une fois on a reçu le patient en consultation, ben on l'adresse à la filière patient en MSK et donc on fait une concertation avec les rhumatologues, les chirurgiens orthopédistes pour prendre la meilleure décision avec bien sûr la décision du patient et on fait pas ça dans notre coin tout seul en radiologie. Ici un exemple d'embolisation dans un cas de gonarthrose. Vous pouvez voir au niveau du condyle des néovaisseaux avant et après embolisation, donc toujours avec cet aspect un petit peu en arbre mort, et on a enlevé les feuilles sans couper les branches. Les résultats de la gandarthrose, mais ils sont plutôt bons, puisqu'on a une diminution de 80% des douleurs et une amélioration du score fonctionnel de WOMAC de 50% à 2 ans. Alors, il faut bien comprendre que ces résultats sont très attrayants, mais par contre, on est encore sur des données qui sont exploratoires. On manque de data, même si les premières études sont très encourageantes. On a beaucoup d'études qui sont rétrospectives, quelques études qui sont prospectives, mais il nous manque quelque chose de fondamental, c'est une étude euh, qui soit comparative, randomisée, et notamment contre le placebo, parce qu'on sait que la douleur chronique, c'est quelque chose de très difficile à évaluer et l'effet placebo dans les douleurs chroniques a une place très importante. Et donc, si ça se trouve, quand on fait une embolisation, bah, le patient, il a l'impression qu'on lui a fait quelque chose, alors qu'en fait, c'est juste un effet placebo et ce n'est pas forcément la technique en elle-même qui a agi. Donc, pour les années futures, en plus de l'amélioration des agents d'embolisation, il paraît important que l'on ait des données prospectives et randomisées versus placebo pour pouvoir asseoir la technique dans ces indications. On voit également qu'il y a une diminution significative de la consommation dentalgique après l'intervention et ça c'est important parce que la gonarthrose ça reste quand même quelque chose qui coûte cher, euh, qui est très consommatrice de soins et donc si on peut améliorer et le confort du patient et les dépenses de santé, eh ben on est plutôt gagnant. Seconde indication de l'embolisation des artères géniculées, eh bien, il y a l'hémarthrose. Donc, c'est le saignement intra-articulaire, l'épanchement de sang dans l'articulation. Donc, il y a plusieurs causes. Bien sûr, il y a la cause traumatique, les troubles de la coagulation, pardon. Il peut y avoir aussi des phénomènes post-opératoires. Et il faut comprendre qu'en fait, des épisodes récurrents d'hémarthrose, donc de saignement dans l'articulation, ça peut générer et entraîner une arthrose avancée et la nécessité à terme d'une prothèse de genou. L'hypothèse, bah, c'est qu'il y a une accumulation des produits sanguins dans l'espace articulaire et ça va entraîner ça va attirer les médiateurs inflammatoires de l'inflammation et ça va induire la synovite avec une hypervascularisation et donc on rentre après dans le processus qu'on a décrit au début du topo. L'hémarthrose post-opératoire récidivante après prothèse de genou, elle reste relativement rare, mais ça existe. Hein, c'est de 0 à 2%. Et généralement, c'est réfractaire au traitement conservateur. Et le traitement, le gold standard, bah, c'est la révision chirurgicale pour prise en charge définitive, en tout cas pour traiter cette hémarthrose. Donc ça veut dire nouvelle intervention. Et souvent, les patients et les orthopédistes ne sont pas, euh, ne sont pas forcément, j'allais dire, volontaires, mais c'est plus que ça entraîne une réintervention et donc ça peut être ennuyeux. Donc, le but de l'embolisation osteoarticulaire dans ce cas-là, ça va être de prévenir l'accumulation du sang dans l'articulation et de réduire les médiateurs pro-inflammatoires, donc par interruption du cycle d'hypertrophie synoviale via la néangiogénèse qu'on va détruire, et à terme d'éviter une destruction accrue du cartilage. Et à cela, on va limiter et prévenir les douleurs et l'impotence fonctionnelle en lien avec les penchants. Donc, qui nous adresser? Ben, les patients avec une hémarthrose chronique récidivante après correction des facteurs de risque, qu'elle soit isolée ou après prothèse totale de genou. Et donc là, c'est pareil, c'est des patients qu'on va voir en filière patients en MSK et donc en concertation avec les rhumatologues et les chirurgiens, on va faire tout le bilan et à terme, on décide s'il y a vraiment une indication d'embolisation ou pas.
Les résultats dans l'hémarthrose, ils sont très bons. C'est une des premières indications qui avait été décrite. Il faut savoir qu'après une première embolisation, il y a un succès clinique de 77%. Et l'efficacité à terme, elle peut être de 90%. Donc c'est si on fait une, deux, voire trois embolisations pour de l'hémarthrose. Il y a un risque de récidive quand même dans 23% des cas. Ici, un cas clinique d'hémarthrose. Donc vous voyez la série initiale où on va retrouver les néovaisseaux qui vont être entourés en bleu. Donc, une fois qu'on a repéré les néovaisseaux, on va les microcathétériser chacune des branches qui va être à l'origine de la néovascularisation. Ici, l'artère géniculée supérolatérale. Et à côté, l'artère géniculée descendante. Et vous voyez ici les deux blushs. Et on termine. Donc là, vous avez le avant-après, donc l'artère tibiale récurrente antérieure, donc c'est celle qui manquait. Sur l'image, la série de gauche, pardon, vous voyez la néangiogénèse et après embolisation, on voit l'aspect en arbre mort. Donc les néovaisseaux ont été asséchés, on garde bien l'artère porteuse et, euh, et vous voyez que les néovaisseaux ont complètement disparu. Dernière indication, les douleurs post-prothèse de genou. Il faut savoir qu'en France, on pose 100 000 prothèses de genoux par an. Donc c'est assez conséquent. Et les douleurs, là, elles peuvent être vraiment multiples. Les infections, l'instabilité, le décèlement, etc., etc. Donc il faut vraiment faire un bilan qui est exhaustif. Et il faut savoir qu'au terme de ce bilan, eh ben, dans 20% des cas, il revient négatif. Et il y a toujours des douleurs post-PTG, post-prothèse, qui restent non étiquetées. Et on est bien embêté parce qu'on ne sait pas quoi faire des patients à part leur donner des antalgiques ou tenter la kiné. Donc l'hypothèse, là encore, c'est un mécanisme de néovascularisation qui est développé au sein de l'os sous le cartilage et au niveau des couches profondes. Et donc l'indication, donc ça va être des douleurs post-PTG avec un bilan négatif, donc les 20% de douleurs après prothèse qui sont non étiquetées. Là encore, les patients rentrent dans la filière patient en MSK et en concertation avec les rhumatologues et les chirurgiens orthopédistes, on fait le point sur le dossier et on opte pour la meilleure stratégie. Pardon. Tout ceci pour nous amener donc à cette étude-là qui est financée, enfin qui est portée pardon, par la Société française de rhumatologie, l'étude EPROGE. Donc c'est une étude qu'on va mener au CHU de Grenoble, donc sur les douleurs post-prothèse. Et donc là c'est bien parce que c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'il nous manque des données qui sont des études prospectives et randomisées contrôlées. Et donc là on va pouvoir avoir des données versus placebo. Un cas de prothèse de genou. Je remercie le docteur Stakov à Lyon Sud pour l'iconographie. Donc un patient de 70 ans qui a des douleurs post-PTG non étiquetées depuis plus de 8 mois. Et on peut voir donc sur l'angiographie la néovascularisation au niveau périarticulaire. C'est un petit peu succinct. Voilà une image avec les néovaisseaux qui sont entourés. On va aller microcathétériser l'artère à l'origine des néovaisseaux. On voit ici le bout du microcathéter en soustraction. Et vous avez la série après embolisation, donc une absence de néovaisseaux. Enfin, donc la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout d'abord, les indications. La première indication, donc on l'a dit, c'est l'arthrose du genou symptomatique depuis plus de 6 mois, en échec de traitement médical bien conduit, et pour laquelle la chirurgie n'est pas souhaitée ou pas encore indiquée. D'accord? Donc ça peut être une solution d'attente, ce n'est pas en compétition avec la chirurgie. Voilà, c'est complémentaire. Seconde indication, les l'hémarthrose récidivante chronique, qu'elle soit isolée
isolé pardon, ou sur prothèse, et les douleurs post-prothèse de genou non étiquetées, donc après un bilan exhaustif négatif. Ce qu'il faut retenir sur la procédure en elle-même, bah, c'est une procédure qui est mini-invasive. On fait une ponction, donc c'est une piqûre au niveau de l'artère fémorale, et le geste est plutôt rapide. On insère juste un cathéter, il n'y a pas d'incision. L'intervention, elle est bien tolérée, les patients sont peu douloureux, les suites sont simples. Il y a un retour rapide aux activités de la vie quotidienne, ça se fait en ambulatoire. Il n'y a pas beaucoup de complications. L'efficacité, elle reste variable et il nous faut encore, comme je vous disais, des données qui soient bien robustes, notamment en comparaison avec le placebo. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un geste qui ne ferme pas la porte aux autres thérapeutiques. Donc c'est pas parce qu'on a eu une embolisation géniculée qu'on ne pourra pas avoir de prothèse de genou par la suite. Voilà, je vous remercie. Vous avez notre fiche contact sur cette diapositive si jamais vous souhaitez nous joindre. Et donc, on est trois sur le CHU de Grenoble à s'occuper de cette activité. Moi-même et le docteur Gelfi et le docteur Finas. Voilà. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous remercie. Bonjour, je suis Dr Yann Tessier, radiologue interventionnel. Bienvenue à cette EPU pour la partie embolisation de la prostate. C'est donc une présentation que j'avais réalisée mardi 11 février lors de l'EPU présentiel, pour laquelle je vous fais maintenant l'enregistrement vidéo. C'est une présentation que j'avais fait conjointement avec le docteur Sarrazin Clément, qui est urologue au CHU de Grenoble, donc je vais reprendre les quelques diapositives d'introduction. Donc voici en quelque sorte les différentes parties que vous allez retrouver. Donc mon collègue Dr Sarrazin a commencé avec le point de vue de l'urologue. Pour introduire ce propos, il faut savoir que les symptômes du bas appareil urinaire chez l'homme vont être majoritairement expliqués par l'hypertrophie de prostate, mais que des diagnostics différentiels vont exister. Et ce sera là la première partie à réaliser de diagnostic pour confirmer ou non la responsabilité de l'hypertrophie de prostate dans ces troubles. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, qui augmente avec l'âge, qui est un réel enjeu de santé publique, avec une association à des troubles anxieux et dépressifs, donc des liens avec des maladies psychiatriques connues du fait d'une altération de la qualité de vie par le caractère invalidant de ces symptômes. Très rapidement, les traitements conventionnels, qui sont les traitements radicaux, après une première prise en charge de règles hygiéno-diététiques, abstention et surveillance thérapeutique, puis éventuellement patients éligibles aux traitements médicamenteux, vont consister en diverses techniques, dont les principales sont listées ci-dessous, qui vont avoir l'avantage d'être des traitements de référence avec une amélioration durable dans le temps, mais qui ont l'inconvénient principal d'être à l'origine de complications importantes, à la fois sur les phénomènes de continence urinaire, mais également les effets indésirables avec la dysfonction sexuelle qui peut être partielle ou totale en fonction de la technique utilisée. Il est démontré maintenant dans la littérature, et voici un exemple de la Société européenne d'urologie qui montre que en demandant aux patients leur préférence, ils préfèrent s'orienter, si possible, vers des techniques moins invasives à visée de préservation de leur qualité de vie et de leur fonction sexuelle. Donc, à ce sujet, les nouvelles techniques ont été développées depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, à la fois chirurgicales, mais dont fait partie l'embolisation de prostate, une technique non chirurgicale de radiologie interventionnelle, que l'on retrouve sous l'acronyme de MIST, c'est-à-dire les procédures minimalement invasives. Il y en a deux qui prennent du poids, c'est-à-dire qui ont maintenant des niveaux de recommandation qui sont élevé et l'embolisation de prostate a de plus en plus de niveaux de preuve pour l'efficacité dans l'hypertrophie de prostate. Donc la technique chirurgicale correspond à l'urolift qui sera détaillé juste après et l'embolisation de prostate pour l'alternative. Deux indications vont être retenues, le patient jeune avec un souhait de préserver sa fonction sexuelle, comme on l'a déjà dit, ou bien le patient qui est très âgé, polypathologique et pour lequel une intervention chirurgicale de référence serait très risquée, notamment liée à l'anesthésie générale.
Donc, je vais passer assez rapidement sur les techniques d'implant prostatique, hein. Mon confrère avait une vidéo euh, pour expliquer ce traitement, hein, qui consiste en une intervention qui reste endourétrale, à visée de déployer des implants qui vont élargir la prostate pour améliorer l'écoulement des urines en traitant directement l'urètre, en le laissant plus ouvert. L'urologue reste le référent de la prise en charge de ces symptômes, hein, après la première intention qui est le médecin généraliste, le médecin de premier recours, sachant que les chirurgiens doivent rester le médecin référent, quelle que soit la thérapeutique envisagée. Et on va en introduire là la notion de véritable parcours patient qui est nécessaire à mettre en place, principalement du fait que, comme déjà dit en introduction, les symptômes du bas appareil urinaire vont être reliés principalement à l'hypertrophie de prostate, mais pas seulement. Et donc toutes les parties de pathologie différentielles, mais également les pathologies autres de la prostate ou de la vessie vont devoir mener une expertise urologique lorsqu'elle sera nécessaire. Comment évaluer cette hypertrophie de prostate? À viser des médecins traitants, des recommandations ont été établies sur la base des données de la littérature et rédigées par l'Association française d'urologie notamment. Finalement, des recommandations qui, quand elle a été évaluée, leur impact a été assez peu important puisque finalement, seule une vingtaine de pourcents des médecins sondés dans une étude un peu plus tard sur ces recommandations d'utilisation et la connaissance de ces recommandations de 2012, seuls 20% des médecins généralistes étaient au courant. Donc il faut savoir évaluer des troubles du bas appareil urinaire, une hypertrophie de prostate qui va se manifester par différents symptômes qui sont listés ci-dessous, sur lesquels je vais passer. Sachant que la pierre angulaire, en dehors de l'interrogatoire, qui va s'attacher à décrire les troubles et leur fréquence, ainsi que leur intensité, va devoir nécessiter la réalisation d'un toucher rectal. Des autoquestionnaires validés internationalement vont être importants. Les deux principaux, ceux qui sont la plupart du temps indispensables pour évaluer la sévérité des troubles, qui restent des questionnaires subjectifs en lien avec les troubles des patients, mais qui ont le mérite de pouvoir être productifs, d'être la base des évaluations des différentes techniques dans la littérature. Les deux sont présentés. Le score urinaire avec l'IPSS, un score en 7 items côté de 0 à 5 avec également un score de qualité de vie associé et d'autre part le score IEF5, score de référence pour l'évaluation de la dysfonction érectile. Quels vont être les bilans à réaliser en première intention chez un patient présentant des symptômes du bas appareil urinaire? Donc, ils sont listés ici. Des premières recommandations en 2015 qui ont été actualisées récemment en 2023 sous l'égide de l'Association française d'urologie et la Haute Autorité de Santé. Vous voyez que l'interrogatoire et le toucher rectal vont avoir des places prépondérantes, hein, sachant qu'il y a des examens qui vont être recommandés, examens complémentaires éventuellement recommandés ou non recommandés, notamment la réalisation, la recherche d'une infection urinaire est recommandée par la bandette urinaire. Et d'autre part, le PSA, lui, pour l'HBP, va rester optionnel. L'échographie, si on parle un petit peu d'imagerie, l'échographie suspubienne avec mesure du résidu post-mictionnel est recommandée. L'échographie transrectale, endorectale n'a pas sa place en première intention et n'a d'intérêt qu'en cas de procédure programmée invasive. Les traitements médicamenteux, pour faire très rapide, vont comporter en première intention les alpha-bloquants, qui reste le traitement de référence médicale. Quand les patients vont être résistants, on peut y associer les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, mais d'autres médicaments peuvent être associés, notamment lors du traitement conjoint d'une dysfonction érectile. Et lorsque le traitement de première intention médicamenteux ne va pas être suffisant, il faudra avoir recours à l'avis spécialisé, donc l'urologue, qui va être à même de prescrire d'autres examens et rechercher d'éventuelles pathologies différentielles ou des signes de complication d'une HBP. Je vais maintenant vous parler de l'embolisation. Donc, vous trouverez plus en détail les techniques sur la présentation de mon frère Dr Grémin, qui a refait un très bon topo pour savoir comment pratiquer une embolisation dans le topo sur l'embolisation ostéo-articulaire, musculo-squelettique dans cette EPU. Donc, je vais revenir très rapidement. Hein. L'embolisation a été décrite la première fois il y a maintenant plus de 50 ans. Sachant que l'embolisation artérielle de prostate était jusque-là limitée
par les écueils techniques avec des gros cathéters, mais depuis les technologies qui se sont développées, et notamment bénéfice du fait de l'embolisation des fibromes qui est utérin, qui est une autre part importante de la radiologie interventionnelle avec des très hauts niveaux de preuve actuellement, hein, équivalent aux procédures chirurgicales. L'embolisation de prostate on a bénéficié, puisqu'il s'agit d'artères très petites, hein, qui font rarement plus de 1,5 millimètres, pardon, euh, a vraiment bénéficié du développement de nos systèmes dits de microcathétérisme, hein, des petits tuyaux inférieurs au diamètre millimétrique qui nous permettent d'aller toujours plus loin. Donc la première technique a été décrite en 2008, hein, par des équipes conjointement dans deux pays, l'équipe au Portugal, l'équipe au Brésil. Les études ont été réalisées, modèle animal, puis application humaine. Le rationnel sous-jacent, hein, est que l'on va traiter une pathologie tumorale qui reste bénigne mais qui reste tumorale, hein, et ce qui est à base du principe d'autres indications d'embolisation dans les tumeurs bénignes ou malignes. Et un autre rationnel est que l'on constate véritablement une hypervascularisation, une néangiogenèse dans cette hypertrophie de prostate. Quels vont être les effets attendus d'une embolisation? L'embolisation, donc, c'est le fait de boucher des vaisseaux à visée thérapeutique. L'effet va être via une nécrose. Il va engendrer une diminution du volume par ramollissement de l'organe secondaire à cette nécrose. Cette nécrose, ce ramollissement vont diminuer également la rigidité. Et on a comme support des études élastographiques qui nous ont permis d'évaluer cela. Et d'autre part, un effet qui peut être intéressant est celui de la diminution de la densité des cellules prostatiques et donc du PSA chez les patients qui peuvent avoir un PSA un peu élevé et dans lesquels on a parfois des difficultés à mettre en évidence des cancers. Quels vont être les bons patients à sélectionner pour bénéficier d'une embolisation de prostate? Il existe des recommandations guides excusez-moi, je vais simplement mettre en pause. On reprend. Quels vont être les bons patients à sélectionner pour un traitement d'embolisation de prostate? Donc des guides, des recommandations, notamment de la Société européenne de radiologie, pour en prendre un exemple, ont été énoncés il y a quelques années. Donc, cela va concerner les patients présentant une HBP symptomatique, hein, présentant des syndromes du bas appareil urinaire, avec une intensité modérée à sévère selon le score IPSS, qui correspond à un score supérieur strict à 7. Un cutoff de volume est toujours un élément important à prendre en compte, même s'il ne doit pas rester le seul critère pour récuser des patients, avec un cutoff qui a été le plus étudié à partir des 50 millilitres, sans qu'il y ait réellement de valeur limite supérieure, hein, avec des case reports qui ont traité des prostates de largement plus de 100 millilitres, voire des volumes atteignant 500 millilitres avec des très bonnes réponses. L'avantage est que l'embolisation ne doit pas forcément être vue comme un concurrent à la chirurgie, mais peut venir en première intention afin de réduire le volume et de pouvoir proposer de plus grosses options, hein, sur des volumineux adénomes, plus de 200 millilitres, hein, comme on en a fréquemment. La solution est de réaliser une adénectomie chirurgicale, sachant que les techniques moins invasives ne vont pas avoir beaucoup de place ni d'efficacité. Ainsi, en diminuant le volume par l'embolisation, une procédure peu invasive, on peut amener un patient à être éligible à des techniques chirurgicales beaucoup plus nombreuses avec moins de risques d'effets indésirables pour lui. Les patients concernés ont déjà été présentés, hein, contre-indiqués à la chirurgie ou avec des risques importants sur le plan anesthésique comme hémorragique. Un patient sous anticoagulants sont de très bons candidats à l'embolisation. Et le souhait du patient, des patients jeunes, sont une nouvelle population maintenant demandeuse, hein, de préserver sa qualité de vie, notamment sur la fonction sexuelle, éviter les éjaculations rétrogrades et les risques d'incontinence liés aux procédures urologiques. Divers critères d'inclusion et d'exclusion ont pu être documentés dans la littérature, hein, qui reste la plupart du temps relatifs. Ces contre-indications vont être à la fois techniques, chez les patients avec des artères non praticables, ou bien des patients présentant des signes de gravité de l'hypertrophie, de prostate, avec divers signes de type insuffisance rénale, vessie de lutte avancée avec multiples diverticules et lithiase intravésicale, avec des risques de rétention aiguë d'urine assez élevés, ou des vessies hypocontractiles, chez lesquelles on pourrait éventuellement aggraver des situations vésicales qui sont déjà détériorées. Une contre-indication assez spécifique est l'allergie vraie aux produits de contraste iodé, qui reste heureusement assez rare, mais qui est une contre-indication puisque l'on se guide à l'aide d'injections de produits de contraste iodé pendant une artériographie.
Enfin, le cancer, la question du cancer se pose réellement, cas quand même assez fréquent. Si un dosage de PSA a été réalisé, un toucher rectal qui est suspect ou n'a pas permis de faire la part des choses, il faut, dans ces cas-là, adresser à l'urologue, au confrère. Donc, sachant que la majeure partie des cancers sont développés en zone périphérique et que l'adénome de prostate correspond à la zone de transition dans laquelle les 20% résiduels de cancer sont retrouvés, l'embolisation ne va avoir un effet que sur cette zone de transition. Sachant que la zone périphérique ne va pas être impactée, la surveillance active, notamment par réalisation d'IRM, pour les patients qui en bénéficient, ne va pas être impactée par les modifications liées à l'embolisation. Cependant, la question doit se poser réellement chez les patients qui sont en surveillance pour un cancer situé en zone de transition, sachant qu'il n'y a pas de niveau de preuve actuellement pour proposer l'embolisation comme un traitement du cancer de prostate. Que faire de la diminution de PSA après embolisation? Elle permettrait éventuellement de garder le PSA réellement lié à la tumeur versus la contamination, entre guillemets, comme je l'appelle, liée à l'hypertrophie de prostate. Dans tous les cas, c'est une discussion à avoir avec l'urologue référent du patient. Quel bilan réaliser avant une embolisation de prostate? Donc, ce sont des patients que l'on reçoit, évidemment, en consultation radiologique pré-interventionnelle. Beaucoup de cas de figure sont des patients qui ont pu se renseigner eux-mêmes suite à des renseignements pris en consultation auprès de leur médecin traitant ou urologue et qui ont entendu parler de la technique, qui ne souhaitent pas avoir d'option chirurgicale invasive et qui viennent eux-mêmes euh, se documenter sur la technique. Sachant que si les patients n'ont pas d'urologue référent, nous travaillons nous-mêmes en réseau avec nos urologues du CHU pour adresser les patients, ne serait-ce que pour confirmer l'imputabilité de l'hypertrophie de prostate dans les symptômes du bas appareil urinaire. D'autre part, expliquer les alternatives thérapeutiques ou les situations d'échec de l'embolisation qui existent pour avoir une thérapeutique alternative chez ces patients. L'examen clinique sera conduit avec interrogatoire, sachant que nous ne sommes pas les experts de l'exploration et notamment du toucher rectal. Je n'en pratique pas personnellement. Donc, il faut quand même avoir des gens qui ont l'habitude et qui vous adressent ces patients, ou du moins qui les reçoivent. Et donc, d'où cette véritable question de filière de l'embolisation de prostate. L'interrogatoire va s'attacher à rechercher les éventuelles contre-indications déjà listées, recueillir les traitements médicamenteux en cours, leur efficacité, depuis quand ont-ils été mis en place. La sévérité sera évaluée par les différents scores précédemment cités. Qu'en est-il de la débimétrie? Ça reste un examen réalisé plutôt en consultation d'urologie, mais qui peut avoir des éléments très importants pour évaluer la sévérité des troubles. Des informations claires, loyales vont être expliquées, elles vont être délivrées aux patients. Des fiches informations, vous en voyez ici l'intitulé en haut à droite de ma diapositive, sont réalisées par la Société française de radiologie, vont décrire sommairement la technique et ses différents principes. Il faut informer le patient des chances de succès, mais également des risques de complications que je vais lister un petit peu plus tard. Des examens pré-thérapeutiques vont pouvoir être demandés, une biologie assez simple, notamment une fonction rénale, être sûr que l'on n'ait pas de patient insuffisant rénal avec toujours cette question de produits de contraste iodé. Faut-il faire une ECBU? C'est un sujet de discussion réel. On n'a pas d'études de fort niveau de preuve qui nous permettent de justifier ou non de dépister une infection urinaire. On va le faire volontiers chez des patients qui ont déjà eu des antécédents de sondage, mais c'est vrai que quand on a une bactériurie asymptomatique, on est toujours un petit peu embêté. Donc on se base finalement sur ce qui est déjà fait en pratique d'intervention invasive chirurgicale pour réaliser ces examens, ces dépistages d'examens d'infection urinaire. Des examens radiologiques pourront être demandés, au minimum l'échographie qui était recommandée dans le bilan initial, avec sur mesure du résidu post-mictionnel, et à vue d'optimisation de la procédure, un angioscanner artériel pourra être réalisé, notamment chez des patients avancés en âge ou avec des facteurs de risque cardiovasculaires, afin d'étudier les artères, ce qui va permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour d'intervention. Notamment, plusieurs variantes vont exister, et donc il faut pouvoir s'attacher à traiter toutes les artères prostatiques. Enfin, l'IRM peut avoir une place intéressante, ne serait-ce que parce que c'est l'examen de référence pour le volume le plus précis, et également éliminer une lésion cible en cas de doute si un PSA est élevé après consultation urologique. Mais également, ça va être un examen excellent pour vérifier l'efficacité de l'embolisation et rechercher les territoires de nécrose. Donc une image d'échographie d'un adénome en exemple ici. Comment se déroule une embolisation de prostate?
C'est un geste, il faut le savoir, que l'on fait majoritairement en ambulatoire, sous anesthésie locale, hors cas très spécifique de patients très fragiles. Le patient va être allongé sur le dos pendant la procédure. Vous voyez ici une photographie de notre salle d'intervention avec l'environnement stérile de bloc opératoire. Il nécessite quand même d'avoir assez de place. Un élément important est que l'on ne pose pas à titre systématique de sonde à demeure. Donc, il y a des patients qui sont déjà sondés et on va voir qu'il y a des petites choses à faire derrière. Mais on ne pose pas de sonde à demeure en prévision d'un geste d'embolisation prostatique, puisque cet effet indésirable de rétention aiguë d'urine est quand même assez rare. Une prémédication va être proposée, antalgique, palier 1, anti-inflammatoire qui va surtout s'attacher à limiter la réaction de prostatite qui va être créée par l'embolisation et qui fonctionne très bien. Attention au cas de suspicion d'infection. L'antibiothérapie, comme la recherche d'infection, reste débattue. Nous pratiquons, nous encore, une injection flash d'1 gramme de céphalosporine sur la base des recommandations opératoires, mais il y a des auteurs et certaines sociétés qui recommandent de ne pas faire d'antibiothérapie ou d'antiprophylaxie avant cette embolisation. L'intervention va être réalisée par voie artérielle, voie fémorale au niveau du pli de laine, ou bien par voie radiale au poignet, ce qui a l'avantage de pouvoir laisser libre le patient de sa déambulation immédiatement avant et après la procédure. La durée va être très variable. Dans les cas les plus favorables, l'intervention peut prendre 1 heure. Il n'est pas rare que l'intervention dépasse ce temps, avec une moyenne de 2h30, 3 heures, hein, qui va notamment dépendre des particularités anatomiques et l'accessibilité des artères et de leur nombre. Il est toujours plus simple d'avoir à traiter 2 artères plutôt que 5 ou 6 artères, s'il y en a autant. Ensuite, le patient rentre à domicile après 4 à 6 heures de surveillance, selon le site du point de ponction. Et nous proposons depuis maintenant 2 ans, hein, un prestataire à domicile infirmier qui va pouvoir continuer des perfusions, des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires à la maison. Les patients vont évidemment être réévalués avant sortie. On vérifie qu'ils aient bien uriné avant de retourner à la maison et qu'il n'y ait pas de rétention aiguë d'urine. Donc, comment se déroule une intervention? Donc, on utilise une scopie faible pour limiter les doses d'irradiation, une soustraction des images pour bien identifier les artères, hein, quand on va injecter du produit de contraste iodé pour réaliser l'artériographie. On peut utiliser des systèmes de guidage sophistiqués, fusionner les images du scanner faites au préalable. On peut réaliser aussi des images type scanner sur table, ce qu'on appelle le CBCT ou CONBIM, hein, que vous connaissez sûrement dans d'autres indications, notamment dentaires. On peut tout à fait le faire en salle d'intervention artériographique. Le cathétérisme va utiliser différents dispositifs. Un cathéter, vous voyez il y a ici un introducteur ou des îlets au niveau de l'artère choisie, des sondes qui vont être de courbes adaptées à la morphologie du patient et des microcathéters qui font moins d'1 millimètre qui vont être introduits à travers pour cheminer le plus loin possible dans les artères prostatiques. On injecte un vasodilatateur, 1 à 2 mg par artère, avec un monitoring important de la tension artérielle chez ces patients, puisque l'effet va être immédiat. L'artériographie va être un moment clé. Une étude très précise et très rigoureuse sera nécessaire pour rechercher les éventuelles anastomoses à risque envers les différents organes qui sont à l'origine de la plupart des complications liées à cette procédure d'embolisation. Des techniques multiples sont détaillées. L'embolisation va utiliser en référence les microparticules, microbilles, dont je vous ai mis un exemple ici de fabricants, mais il en existe plusieurs. Si des anastomoses existent, on peut les fermer, les protéger en faisant une fermeture en embolisant par coil, hein, ce petit ressort qui peut être vêtu de fibres pour augmenter le potentiel thrombogène et qui va nous permettre d'injecter des billes sans risque dans les anastomoses. Le flux va être contrôlé hein, avec un petit peu de mélange avec du produit de contraste iodé pour être certain de ne pas injecter de billes dans des artères hors prostate. Donc la technique détaillée sur ces schémas, ici un papier publié dans Radiographics en 2021 par une des équipes référentes de l'embolisation, une des premières à l'avoir étudié, où on va emboliser de manière assez proximale la prostate après avoir vérifié que l'on n'est que dans cette artère, et puis la compléter distalement dans les différentes branches de division, si tant est qu'elles soient accessibles. Et on va répéter cette procédure dans chacune des artères identifiées, si tant est qu'elles soient cathétérisables. Quel suivi pour ces patients? Donc, les complications, il est important d'en parler, hein, vont être détaillées selon l'échelle de Clavien-Lindo. Elles sont la plupart du temps assez exceptionnelles, non graves, surtout liées à l'embolisation paradoxale. Ceci va consister en une nécrose des territoires artériels des organes concernés, qui peuvent se manifester sous différents types. Hein. Donc,
Je vous ai mis ici un tableau non exhaustif des différents types de complications que l'on peut rencontrer. En tout cas, cette embolisation paradoxale peut se manifester sous la forme de saignements dans les diverses sécrétions, urine, sel, sperme également, si embolisation des vésicules séminales. Également une nécrose cutanée au niveau des sites, vers le pubis, surtout ce qu'on redoute les nécroses sur le gland, mais qui sont des ulcérations artérielles, mais qui sont soignées localement et sont d'évolution généralement favorable. Le syndrome post-embolisation, qui est un syndrome lié à l'embolisation, quel que soit l'organe, est assez marqué la plupart du temps dans l'embolisation de prostate, mais à une échelle très variable. Tous les patients n'en feront pas l'expérience. Il résulte de l'effet de la prostatite inflammatoire qui va être créée par la nécrose, sous la forme de symptômes assez peu spécifiques, douleur, fièvre, asthénie, signes fonctionnels urinaires avec des brûlures et des urgenturies pendant quelques jours, qui vont être traités de manière très efficace par médicaments symptomatiques uniquement. Et si besoin, notamment en cas de fièvre assez élevée ou de syndrome inflammatoire marqué, on peut être amené à rechercher une infection urinaire, qui reste une complication possible, mais heureusement rare. Les patients vont être suivis. Donc, nous proposons au CHU de Grenoble un suivi précoce à 1 mois pour voir s'il a existé des complications précoces. Mais de toute façon, les patients ne sont pas laissés dans la nature. On leur communique un numéro pour contacter le secrétariat et également un numéro de téléphone portable sur lequel ils ont la possibilité de joindre un médecin de radiologie interventionnelle pour des conseils, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit et même les week-ends. Il faut attendre un délai d'au moins 3 mois pour être sûr que l'efficacité soit obtenue, soit pérenne. Des patients peuvent avoir une efficacité qui se manifeste dès les premières semaines et qui va se maintenir dans le temps. Et c'est à ce moment-là que l'on va réaliser l'évaluation par imagerie de cette réduction du volume par IRM au mieux, par échographie le cas échéant, à la recherche des territoires de nécrose et du volume prostatique. On estime qu'au-delà de 6 mois, on n'obtient plus d'efficacité de l'embolisation. Enfin, un suivi est recommandé de manière annuelle qui peut être fait par le médecin généraliste, le radiologue interventionnel ou l'urologue s'il en existe un référent qui a une raison de suivre le patient pour quelconque raison. L'efficacité va être évaluée par les différents autoquestionnaires. On considère dans la littérature un succès clinique en cas de diminution de l'IPSS d'au moins 25% par rapport à la valeur de base, ou bien un IPSS inférieur à 18, et score de qualité de vie inférieur ou égal à 3, ou qui a descendu d'au moins 1 point. Les échecs cliniques seront les autres situations, sachant qu'il s'agit là de définitions dans les papiers faisant état des techniques de référence urologique chirurgicale. Que faire en cas d'échec technique? On peut réaliser éventuellement une deuxième tentative par un autre abord, passer par l'ordre interfémoral, passer par une artère radiale. On peut faire diverses choses. Une question qui est souvent posée, des patients qui ressentent un effet bénéfique assez fort et assez rapide se posent la question de quand arrêter le traitement médical. On attend au moins 1 mois, voire 3 mois, pour être au pic de l'efficacité de l'embolisation pour suggérer aux patients d'arrêter ce traitement. Si le patient est porteur d'une sonde urinaire, comme pour les prises en charge post-chirurgicales, on va attendre quand même quelques temps. Nous, on évite de les retirer avant 15 jours, 3 semaines, parce qu'on a déjà eu des cas de patients qui se remettaient en rétention d'urine sur un délai plus court et qui finalement ont pu être desondés quelques temps après. Je vais vous illustrer l'embolisation de prostate avec un cas clinique. Il s'agissait d'un homme de 65 ans qui avait des troubles modérés du bas appareil selon le score IPSS, mais un score de qualité de vie maximum, un patient très ennuyé par ses symptômes, avec une prostate de très gros volume, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir ci-contre sur cette IRM en coupe sagittale, 165 millilitres. Il a été réalisé chez lui une embolisation bilatérale avec 2 artères du côté gauche et à droite une anastomose qui avait été fermée par coiling. On va voir en détail les images. Les suites ont été très bonnes pour lui. Un syndrome post-embolisation attendu qui a été bien traité en quelques jours de traitement médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire efficace. L'IPSS à 3 mois, vous voyez, moins 10 points, moins 62%, avec un volume qui a baissé de 30%, sachant qu'on a en moyenne 20-30% de réduction du volume de prostate après embolisation. Donc voici ces images pré-thérapeutiques, de gauche à droite, l'IRM en coupe sagittale et axiale, l'échographie par voie suspubienne et l'échographie transrectale que l'on ne pratique pas forcément de manière systématique, mais qui peut avoir un intérêt certain pour une mesure de volumétrie précise, mais qui dans son cas retrouvait des volumes assez similaires. L'avantage de l'échographie toujours pour le résidu post-mictionnel.
Un enjeu scanner avait été réalisé en pré-intervention qui nous permet d'étudier l'anatomie des artères. On peut en faire des reformations multiplanaires, ce qui va nous aider pour la procédure d'embolisation. Voici en différentes étapes. Donc en haut, vous allez voir l'embolisation de l'artère du côté droit. Artériographie dans un premier temps sur l'artère prostatique droite avec ici un microcathéter, injection du vasodilatateur. Ici, une anastomose vers l'artère pénienne qui a été fermée par un petit coil qu'on devinait en négatif ici, ce qui nous permet d'avoir uniquement une parenchymographie prostatique et le contrôle après embolisation où on a un stop quasi complet de l'artère prostatique. C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Procédure idem du côté gauche, avec ici une parenchymographie des 2/3 supérieurs de la prostate. Il a fallu chercher une petite artère apicale à emboliser pour avoir un effet le plus important, le plus conséquent. Donc emboliser au maximum un maximum d'artères en une seule procédure, ou sinon la faire en plusieurs temps. Les résultats, avec l'IRM pré puis post-thérapeutique qui vient de s'afficher, une réduction de volume de 30% des territoires de nécrose sous la forme de zones de dévascularisation de la prostate et en hypersignal sous la forme de remaniement nécrotico-hémorragique. Les résultats de l'embolisation, l'effet peut se maintenir pendant plusieurs années. On a maintenant des analyses sur plus de 10 ans qui montrent que les effets se maintiennent à long terme. Donc ça peut être une technique pérenne, même si elle n'est pas radicale, comme le sont les techniques chirurgicales de référence. Il existe cependant des taux de réintervention qu'il faut connaître, qui ont été estimés par une équipe qui a l'expérience de plus de 1000 patients, avec un suivi à 10 ans qui approche les 60% de réintervention nécessaires. Donc, chez qui faut-il intervenir? Les patients ayant bien répondu, chez qui l'efficacité s'est maintenue pendant plusieurs mois, voire années, vont être des bons candidats. En revanche, les patients qui ne vont pas avoir bien répondu à une technique qui est considérée comme satisfaisante sur le plan artériographique ne bénéficieront pas d'une nouvelle séance d'embolisation. Cela représente 10 à 20% des patients. Et donc, dans ces cas-là, il faudra envisager les autres techniques. Sachant qu'encore une fois, que l'embolisation ne va pas contre-indiquer de chirurgie secondaire. Quelle est la place, pour terminer, de l'embolisation dans les recommandations actuelles? Les recommandations nationales et internationales vont dans le sens de l'embolisation de prostate reposée dans les situations que je vous ai exposées. Une technique qui est de plus en plus reconnue au vu des études récentes, des études prospectives, et je vais vous détailler la plus récente, qui apporte vraiment du poids. Une apparition dans les guidelines nationales et internationales comme une alternative acceptable à la chirurgie de référence pour des patients bien sélectionnés. Donc, que dit l'Association française d'urologie? Recommandation la plus ancienne, entre guillemets, qui est de 2021, mais il y a eu d'autres papiers depuis. Donc, où l'embolisation de prostate apparaît chez les patients avec un risque anesthésique. Les recommandations européennes et les recommandations américaines listent maintenant l'embolisation de prostate comme une technique alternative qui peut être de choix chez des patients bien sélectionnés. En France, quelle est la prise en charge? Il y a eu une note de cadrage diffusée récemment, en 2023, pour la prise en charge, dans laquelle les techniques minimalement invasives sont citées et étudiées. Donc, il existe un remboursement actuellement pour l'emploi de microparticules dans l'embolisation de prostate, sachant qu'elle a été soumise à une autorisation de remboursement pour une période probatoire de 3 ans, qui pourra être conduite après obtention des études prospectives, mais cela va dans le sens d'un remboursement plus pérenne. Notamment une étude qui fait maintenant référence, publiée l'année dernière dans le Lancet, étude par thème, prospective, multicentrique, 10 centres ont participé, ont randomisé des patients traités résistants aux alpha-bloquants, en comparant l'embolisation versus traitement médical adapté, c'est-à-dire combinaison alpha-bloquant et inhibiteur de l'alpha-5 réductase. Les résultats ont été probants. Objectif principal rempli, supériorité de l'embolisation prostatique au traitement médicamenteux combiné pour des patients avec un volume de plus de 50 millilitres, avec une réduction de l'IPSS en moyenne de moins 10 points versus moins 5, moins 6 points pour le traitement médicamenteux. Un objectif secondaire a même été constaté une amélioration de la fonction sexuelle au bout de quelques temps parmi ces patients ayant bénéficié d'embolisation prostatique, probablement de divers ordres, éventuellement effets directs mais aussi indirects liés aux traitements médicamenteux qui peuvent causer eux-mêmes des dysfonctions sexuelles et leur arrêt amène forcément à une amélioration. Donc, en conclusion, les recommandations vont être amenées à évoluer au vu des résultats, et notamment contre traitement médicamenteux en échec de première intention.
Il peut s'agir d'un intermédiaire avant chirurgie, donc l'embolisation, j'aime à le dire, ne rentre pas en compétition directe, hein, mais reste une alternative pour le choix des patients, notamment celui qui souhaite préserver sa qualité de vie et qui veut être tranquille encore quelques années. L'alternative, il s'agit d'une alternative au traitement médicamenteux, comme on vient de le voir avec cette étude par thème multicentrique. L'embolisation peut être un premier temps aussi chez de traitements avant chirurgie des gros adénomes et chez des patients qui peuvent aussi avoir un cancer traité avec des gros volumes pour lesquels des curithérapies par exemple ne peuvent pas être employées, qui vont avoir des chirurgies d'exérèse partielle de la prostate. Pour les amener à un volume raisonnable, on peut envisager effectivement cette technique moins invasive, moins agressive, avec préservation de la fonction sexuelle et urinaire avant les thérapeutiques plus agressives du cancer. Et pour terminer, le mot de l'urologue, qui était la conclusion de mon collègue Dr Sarrazin, hein, des recommandations sont en train d'être mises à jour, hein, et donc le but c'est vraiment de parler de cette coordination de soins entre médecins généralistes, médecine de ville, de premier recours sur ces symptômes du bas appareil urinaire, et puis la place de l'urologue et du radiologue interventionnel maintenant pour cette nouvelle option qui est l'embolisation de prostate. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et voici en quelques lignes les conclusions clés à retenir de ma présentation.